Au nord-est de l'Europe, baignée par la mer Baltique, la Finlande est un pays de transition géographique et culturelle entre la Russie et la Scandinavie, à l'identité toutefois bien distincte. L'identité finlandaise est née dans ces paysages typiques et superbes, où constamment s'interpénètrent deux éléments majeurs, l'eau douce des innombrables lacs et le vert profond des forêts, omniprésentes. Elle recouvre la Finlande aux 3/4 de son territoire, le plus boisé d'Europe. Les glaciers quaternaires ont façonné le relief et notamment formé en se retirant les harjus, ces longues digues naturelles qui longtemps constituèrent les seules voies de passage à travers les lacs et les marécages. Marais et tourbières en Finlande ont aussi une importance et une emprise considérable, recouvrant encore près de 15% du territoire. Nombre ont été convertis en terres agricoles, lesquelles se concentrent plutôt dans l'ouest et le sud du pays, à proximité des côtes. Superbe, le littoral finlandais est l'un des plus découpés au monde, émietté en une infinité d'archipels. La frontière entre la Finlande et la Russie court à l'est du pays sur près de 1350 km. Les régions qui la bordent, comme la Kajaani, portent d'immenses et profondes forêts de pins et d'épicéas. C'est au creux de ces forêts sauvages, habitat naturel de grands carnivores, que Kari Kemppainen, documentariste et photographe animalier de renom, a forgé sa vocation. Mes parents étaient agriculteurs et éleveurs de rennes. On peut dire que je suis né au milieu de la forêt. Quand j'étais enfant, mon terrain de jeu, c'était la forêt. D'une certaine façon, j'ai toujours voulu être à moitié un animal. J'ai toujours admiré les Indiens d'Amérique qui vivaient dans la forêt. J'ai entendu beaucoup d'histoires merveilleuses sur les grands prédateurs, comme les ours, les loups, les gloutons. Et le petit garçon que j'étais se disait que ces prédateurs devaient être des animaux incroyables, parce que les grandes personnes en parlaient constamment, presque passionnément. Déjà enfant, je me disais que je ne voulais pas tuer d'animaux, que je voulais plutôt les observer et apprendre à les connaître. C'est pour ça que je suis devenu photographe animalier. À 19 ans, il a fallu que je décide de ce que j'allais faire de ma vie. Comme j'étais fils d'éleveur, je possédais un certain nombre de rennes que j'ai choisi de vendre pour acheter ma première caméra vidéo. Et avec elle, j'ai commencé à filmer la nature. Une nature qui, grâce à ses vastes étendues de forêts boréales, offre un milieu préservé à quelques 2000 ours bruns. Pendant des milliers d'années en Finlande, les hommes ont cru en un dieu qui avait l'apparence d'un ours. Jusqu'à ce qu'il y a un peu plus de 1000 ans, le christianisme arrive ici et qu'on leur apprenne qu'ils avaient maintenant un autre dieu. Alors moi, je veux presque retrouver ce côté sacré. Ne plus simplement constater qu'il y a là un ours, ici un glouton ou un loup, mais les appréhender en tant qu'individus, presque comme des humains. La Finlande possède l'une des 3 plus importantes populations d'ours bruns en Europe. Bien que protégé, l'animal national finlandais y reste toutefois chassé sur la base de quotas, hélas récemment relevés. Les ours sont pour moi un peu comme des frères. Bien que je sois chasseur, je n'ai jamais chassé l'ours et je ne tirerai jamais sur l'un d'entre eux.
J'ai moi-même plusieurs frères et de très bonnes relations avec ma fratrie en général. Alors en tirant sur un ours, j'aurais vraiment l'impression de tirer sur quelqu'un de ma famille. En fait, les ours ressemblent beaucoup aux hommes. Ils sont tous différents et même leur comportement est distinct. Mais d'une certaine manière, l'ours et l'homme sont deux espèces extrêmement proches l'une de l'autre. Quand je fais des documentaires sur la nature, c'est vraiment pour ouvrir les yeux des gens. Je veux amener la nature chez eux, dans leur maison. Et en même temps, il est important que la nature soit mise en valeur. Même si c'est déjà un peu cliché, on sait tous dans quel état est le monde, comment il est en train de se transformer, et à quel point il est de plus en plus urgent de s'occuper de la nature et des animaux. Car ils ont tous le droit de vivre. C'est aussi pour ça que je travaille. Chaque photo, chaque bout de vidéo ou de film est précieux. Quand j'ai le projet de faire une photo particulière et que cela aboutit, j'en tire une grande satisfaction. Je dirais qu'il n'y a pas une photo ou une vidéo qui soit meilleure que les autres, car dans l'absolu, un petit oiseau a tout autant de valeur qu'un ours. Bien que vivant aujourd'hui en majorité dans les villes, les Finlandais ont en général un rapport étroit à la nature et ont encore l'habitude de s'y ressourcer régulièrement. S'ils sont encore souvent qualifiés de peuple de la forêt, ils sont tout autant le peuple de l'eau. Jadis pêcheurs par nécessité, les Finlandais le sont encore par plaisir, et la pêche est pour eux bien plus qu'un simple passe-temps. Une manière de s'immerger, comme ici dans les rapides de l'Asakoski, au creux de véritables temples de nature. Il y a un dicton finlandais qui dit que la forêt c'est comme une église. Si on dit ça, c'est parce que beaucoup de personnes retrouvent en forêt les mêmes émotions qu'à l'église. Un sentiment de paix profond et une forme de spiritualité. Marie Elal est une fervente adepte de la pêche en rivière, qui pour elle commence par un dialogue avec l'eau en forme de devinette. Quand je vais pêcher, je prends toujours un moment pour lire en quelque sorte la rivière. Je regarde comment se comporte l'eau, dont je connais déjà la température. J'observe, j'essaie de repérer les poissons, d'identifier les courants pour savoir où ils pourraient se trouver et pour décider où m'installer pour pêcher. Lire la rivière, c'est d'une certaine façon essayer d'en percer le secret. Ensuite, c'est très stimulant de vérifier si oui ou non j'ai réussi à décoder le comportement des poissons ce jour-là. La façon dont je choisis mes mouches est en partie fondée sur l'expérience. Par exemple, je sais que telle mouche a récemment fonctionné pour un autre pêcheur. Ou encore, je sais quel insecte est juste en train d'éclore. Le choix de la mouche dépend en fait de pas mal de facteurs. Par exemple, pour l'ombre commun, je vais regarder sous un caillou pour voir quelle petite bête ou larve s'y trouve. Et ensuite, je choisirai dans ma boîte une mouche qui ressemble à ce que j'ai vu sous le caillou, car il est probable que c'est ça que le poisson attaquera.
La pêche à la mouche relève de la magie. Elle est aérienne, calme, rythmique. Il faut la vivre avec tout son corps, cette pêche. Infirmière et thérapeute, passionnée par la pêche depuis l'enfance, Marie appartient à cette génération de femmes qui s'est appropriée cette activité traditionnellement très masculine. Elle fait aussi découvrir aujourd'hui à ses patients handicapés les bienfaits thérapeutiques de la pêche en immersion dans la nature, des bienfaits dont elle a elle-même fait l'apprentissage. Il y a quelques années, j'ai eu un grave accident de voiture qui a brusquement tout arrêté dans ma vie. Au début, la seule gymnastique que je pouvais pratiquer, c'était de faire bouger mes yeux allongés sur mon lit. Pour une jeune femme active comme moi, c'était dur à vivre. Cet accident de voiture m'a causé une lésion au cerveau. Me concentrer, retrouver mon équilibre, tout ça était devenu un défi pour moi. La pêche, dans mon cas, s'est révélée un moyen parfait de rééducation et de guérison. Après son accident, Marie s'est rendue compte que le seul bien commun des Finlandais et des humains en général était la nature. C'est une pêcheuse militante qui, au travers de son blog et de ses apparitions dans les médias, dénonce constamment les entraves créées par les industries sur les rivières, leur pollution et la diminution des stocks de poissons. La situation des poissons migrateurs en Finlande est fragile depuis des années déjà. Il n'y a plus que 2 rivières qui soient totalement libres. Sur toutes les autres, il y a des barrages, ce qui fait que les poissons migrateurs vont très mal. Car ils ne peuvent plus remonter les rivières pour frayer, pour se reproduire comme ils le devraient. Pour moi, il est très important de pratiquer une pêche responsable et sélective. C'est-à-dire que ce que je garde pour manger dépend de l'état des stocks de poissons, selon les espèces. Je me suis rendu compte que le cycle de la planète est en grande partie basé sur les poissons. Car pour de nombreux prédateurs, comme pour nous les humains, les poissons représentent l'une des principales sources de protéines. Il y a beaucoup de grands prédateurs ici, comme les ours, dont ils constituent la nourriture principale. Pour que la nature aille bien, il est donc extrêmement important que les stocks de poissons se portent bien. La bonne santé des poissons a un impact sur beaucoup de choses, mais on a tendance à l'oublier puisqu'on ne les voit pas. On ne se rendra compte que les poissons disparaissent que quand d'autres espèces, plus visibles et qui en dépendent, disparaîtront à leur tour de notre environnement. Je voudrais que mon fils puisse voir des rivières où vivent encore des poissons bien portants. Qu'il puisse peut-être même aller pêcher sur le Kemijoki, qui fut autrefois le plus grand fleuve à saumon d'Europe. La plupart des fleuves et des rivières de Finlande, à l'instar du Kemijoki, se jettent dans la mer Baltique. C'est elle qui baigne l'intégralité des côtes finlandaises, souvent constellées d'archipels aux îles boisées et charmantes, comme celui des Kvarken, au large de la ville de Vasa. Très caractéristique de la Finlande, les archipels sont de petits mondes en soi. La vie y est en général plus douce, et plus encore qu'ailleurs, en connexion avec la nature. Il faut le plus souvent s'y déplacer en bateau et savoir se débrouiller avec les ressources locales. C'est dans cet écosystème bien particulier, entre terre et mer, rivage et forêt, que le jeune chef Ossi Paloneva a mûri son art de l'accommodement des aliments sauvages. Mes parents ont acheté ce terrain sur une île il y a une dizaine d'années. J'ai participé à la construction de la plupart des bâtiments qui se trouvent ici. Et évidemment, c'est un lieu vraiment spécial pour moi.
C'est un endroit fabuleux car il y a aussi une quantité incroyable de matières premières. En fait, où que ce soit en Finlande, où qu'on aille dans la nature, on trouve énormément de choses à manger. Aussi incarne une tendance de fond de la gastronomie finlandaise qui prône un retour aux sources et une inspiration trouvée directement dans la nature. Pour moi, il y a une sorte de symbiose entre être dans la nature et être dans la cuisine. Quand je suis en cuisine, je pense à ce que je pourrais cueillir dans la nature, à ce qu'il faudra cueillir plus tard, ou à ce que je vais cueillir l'année prochaine, quand ce sera la saison de tel produit. Et quand je suis dans la nature, je réfléchis à tout ce que je pourrais faire, à ce que je vais pouvoir cuisiner à partir de telle ou telle matière première. D'une façon générale, ce qui est important pour moi avec les aliments sauvages, c'est qu'on peut recréer des souvenirs, des émotions. Comme par exemple quand vous entendez le morceau que vous écoutiez tel été, ou quand vous respirez le parfum que votre amour de jeunesse portait au lycée. Quand on sent ou qu'on entend ce genre de choses, on repense au moment qu'on a vécu par le passé, ou à la personne qu'on a connue autrefois. Avec les produits sauvages, on peut provoquer ce genre de réaction. Par exemple, la saveur de la fleur la reine des prés rappelle l'odeur du mois de juillet. Les sapins et les épicéas, les conifères en général, font penser aux instants qu'on a passés en forêt avec sa grand-mère. Souvent, ces produits nous propulsent directement dans une autre situation ou dans un souvenir, et c'est juste magnifique. La cuisine sauvage, je l'ai abordée alors que je travaillais dans un restaurant où l'on faisait de la gastronomie finlandaise. Une cuisine assez technique et d'un niveau exigeant. On utilisait quelques herbes sauvages pour la décoration, des herbes qu'on achetait à des cueilleurs indépendants, et elles étaient excessivement chères. Pendant un temps, j'ai observé ça de loin, et puis j'ai dit au chef que je pouvais cueillir ces plantes moi-même. Et c'est devenu chaque semaine une partie de ma routine. Je me promenais dans la nature et je ramassais les matières premières sauvages. À l'époque, je ne connaissais pas encore grand-chose à ces espèces, et je les identifiais plutôt mal. Mais en allant 1 à 2 fois par semaine en forêt, à chaque tournée, j'apprenais à reconnaître 2, 3 ou 4 nouvelles plantes. Et assez rapidement, je suis parvenu à en identifier un très grand nombre. Cueillir des baies ou ramasser des champignons est une tradition en Finlande, garantie par le droit d'accès à la nature pour tous. Une tradition estivale de cueillette qui semble connaître un regain d'intérêt parmi la population, de plus en plus friande de trouver elle-même ses aliments et de déguster une cuisine saine, écologique et éthique. C'est le credo de chefs comme Ossi, qui au passage égratigne les codes gastronomiques établis. Je n'ai pas fait d'école de cuisine. Du coup, je n'ai pas l'héritage traditionnel des cuisiniers. Pas de tradition sur le dos qui m'influence. La cuisine occidentale est basée sur la cuisine française, dans laquelle les différentes cuissons de la farine blanche, du sucre blanc, des œufs ou des produits laitiers sont très importantes. Mais quand on parle de cuisine végane, une grande partie de cet héritage part directement à la poubelle. Et le fait d'être autodidacte et de ne pas avoir eu un parcours traditionnel, c'est finalement un grand avantage, car ça me permet d'être plus créatif et de développer beaucoup plus librement ma propre cuisine et mon propre style. Mon objectif n'est pas d'avoir des étoiles Michelin. Je ne veux pas que ma cuisine soit considérée comme élitiste ou que les gens payent trop cher. Tout ce que je veux, c'est que les gens ordinaires mangent ce que je cuisine et qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils y trouvent une inspiration.
Pour moi, c'est comme ça qu'on promeut la culture culinaire, pas en vendant un menu qui coûte 150 €. Société aujourd'hui occidentalisée s'il en est, riche, la Finlande a toutefois dérivé du luthéranisme et de sa propre mythologie ancestrale une culture nationale qui prône encore un certain dépouillement matériel et le respect des équilibres naturels. Malgré cet héritage et l'accès à une nature exceptionnelle, il n'est pas rare que des Finlandais vivent déconnectés d'elle. Comme partout, des voix s'élèvent pour dénoncer les excès de la société de consommation et préconiser un retour de l'homme à sa juste place dans l'environnement. Des voix comme celle d'Osma Nokarinen, auteur, penseur écologiste et guide de reconnexion avec la nature. La nature n'est plus pour moi une sorte de lieu où me rendre de temps à autre, une chose séparée de moi. Je fais partie de la nature et la nature fait partie de moi. Tout est lié. J'ai appris à faire attention à la nature qui m'entoure, à saluer quand j'arrive dans un lieu, à saluer la forêt, les lacs, les arbres, les pierres, à demander la permission, à remercier et à donner quelque chose en retour. Cela m'a conduit à ressentir de plus en plus fortement le côté vivant de la nature. C'était tout à fait naturel pour nos ancêtres, et pour certains peuples autochtones, ça l'est encore. Mais dans notre monde industriel, nous avons oublié ces choses. Et nous n'avons plus vraiment de vieux sages qui puissent nous expliquer comment appartenir avec respect à ce monde vivant. Dans la quiétude apaisante des forêts préservées de la région des lacs, Osma vient lui-même se ressourcer, pour ensuite mieux guider tous ceux qui souhaitent construire ou retrouver une relation profonde avec la nature par le biais de retraites. Aujourd'hui, sous la pression du travail, des activités quotidiennes, dans le monde virtuel d'Internet, beaucoup de gens vivent plutôt l'esprit séparé du corps. Avant, je vivais comme eux. J'achetais toutes sortes de choses et j'essayais de profiter des divertissements, de la consommation. Je faisais des études à la faculté de droit. J'ai commencé à faire de la randonnée, à lire beaucoup de livres en parallèle de mes études, sur l'état de la planète, de la philosophie traitant de la place de l'homme dans le monde. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que cette culture de consommation industrielle qui est la nôtre nous conduisait à la destruction. Le consumérisme nous apprend à expérimenter cette réalité qui nous entoure comme une ressource immatérielle et non comme une ressource vivante. La connexion avec la nature implique l'abandon de cette vision du monde basée sur la consommation, l'abandon de notre identité de consommateur. Dans ce sens, cette connexion signifie devenir soi-même, élargir sa conception de soi en y incluant tout ce que la nature contient. Vivre la nature comme quelque chose de séparé de l'homme, c'est l'une des raisons de notre détresse écologique actuelle. Si nous étions plus nombreux à considérer notre existence comme faisant partie de la nature, nous n'accepterions pas la destruction vers laquelle notre culture de consommation nous conduit. Car nous comprendrions que c'est nous-mêmes que nous détruisons. Fondement de la culture traditionnelle finlandaise, le sauna est pour Osma l'une des pratiques qui permettent de se reconnecter tout entier avec les éléments. Pour que les gens puissent retrouver un lien plus fort avec la nature,
Il est utile qu'ils vivent des expériences leur permettant de ressentir vraiment dans leur corps ce que c'est d'exister dans ce monde vivant. Comment on ressent dans son propre corps les différentes météos. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est mouillé? Comment ressent-on la chaleur, le froid? Comment perçoit-on les différentes saisons? Que se passe-t-il en nous quand on est dans une forêt sombre ou au contraire en plein soleil? Le sauna est une expérience totale. Ce n'est pas seulement une expérience corporelle ou spirituelle, mais aussi une expérience où le corps et l'esprit peuvent s'unir et, dans ce sens-là, guérir. Ce ne sont pas des choses séparées, même si souvent nous le vivons comme ça. Le sauna est donc un lieu où ils peuvent fusionner et où l'on peut sentir qu'on existe pleinement dans ce monde. L'humidité abondante, le sol souvent argileux et une topographie marquée par de nombreuses dépressions expliquent en partie la place importante qu'occupent en Finlande les zones de marais et de tourbières. À l'origine, celles-ci recouvraient plus d'un tiers du territoire, mais la moitié a été drainée au profit de la forêt et des surfaces agricoles. Les tourbières humides forment pourtant l'un des écosystèmes les plus précieux au monde. Riches en biodiversité, elles contribuent à purifier l'eau potable et à limiter les risques d'inondation. Surtout, elles constituent encore le principal puits de carbone non océanique sur la planète. À l'inverse, les tourbières drainées relâchent des quantités importantes de gaz à effet de serre, CO2 et méthane principalement, d'où la nécessité de les conserver en eau. D'une façon générale, marais et tourbières en Finlande sont tout à la fois en compétition et en équilibre avec la forêt, le plus important faciès du milieu naturel. À Jytjala, la station de recherche forestière de l'Université d'Helsinki compile inlassablement d'innombrables données liées notamment aux interactions entre la forêt et l'atmosphère. Markku Kulmala, chercheur de renommée internationale, supervise les opérations. Nous mesurons ici plus de 1200 variables différentes, qui sont en rapport avec le sol, les arbres, l'atmosphère et leurs diverses interactions. Mais aussi la météorologie, les différents gaz en traces tels que le dioxyde de soufre, l'ozone, tout ce qui touche également aux particules fines, à la photosynthèse, à l'humidité du sol et ainsi de suite. Nous mesurons aussi tout le cycle du carbone, comment il circule dans cette zone, comment l'eau et l'azote y circulent, etc. Je veux mesurer tout ce qui est mesurable, comprendre tout ce qui se passe ici, évaluer les différentes interactions, les processus. Comprendre comment la nature finlandaise, et même la nature à l'échelle planétaire, se modifie à cause de l'homme et quelles sont ses variations propres. Comprendre comment elle évolue, quelle est par exemple l'influence du changement climatique sur la biodiversité ou le poids de celle-ci sur le rendement forestier. Les équipes de la station analysent ainsi les données récoltées afin de faire des propositions pour réduire les émissions de CO2, principal sujet d'étude et de préoccupation de Markku Kulmala. La connaissance du fonctionnement des arbres ne cessant de progresser, il semble à cet égard que le rôle des forêts soit encore plus important qu'on l'imaginait. Nous avons notamment découvert que les forêts produisent de nouvelles particules fines. Et ces nouvelles particules contribuent, en grandissant et en devenant des gouttelettes de pluie, à ralentir le changement climatique. Les forêts fonctionnent comme des puits de carbone, c'est-à-dire qu'elles stockent le dioxyde de carbone de l'air et en même temps, elles produisent des particules fines et ces deux phénomènes font baisser la température de l'atmosphère.
ce qui nous laisse un peu plus de temps pour réduire les émissions de CO2. L'un de mes objectifs est que nous puissions soustraire du dioxyde de carbone de l'atmosphère en nous appuyant sur la nature. En utilisant la forêt, les sols, en augmentant la plantation d'arbres de manière durable, on peut augmenter un tant soit peu la biodiversité et piéger plus de carbone. On peut également faire fonctionner l'agriculture de telle manière que les sols agricoles captent mieux le carbone. Ainsi, de façon naturelle, bien qu'assistée par la main de l'homme, la nature pourrait également mieux stocker le CO2 qu'aujourd'hui. Il y a aussi un autre terrain sur lequel il faudrait agir, en Finlande et partout ailleurs dans le monde. Ce serait d'arriver à limiter à tout prix les incendies. Chaque feu de forêt renvoie de façon incontrôlable du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, auquel s'ajoute en plus le noir de carbone et la suie qui participent aussi au réchauffement climatique. Donc concrètement, la nature est en mesure de nous apporter des solutions. Si nous arrivions à réduire les émissions de CO2 de moitié par rapport au niveau actuel, ou même des 2/3, cela permettrait à la nature d'absorber chaque année l'excédent. Je me dois de rester très factuel, mais je souhaite bien sûr que nous parvenions à une prise de conscience générale de la situation. Bien que mon message puisse parfois sembler pessimiste, je suis une personne optimiste et pleine d'espoir. La lutte contre le réchauffement climatique a notamment pour but de limiter la fonte des calottes glaciaires actuelles et donc la montée des eaux marines. Une remontée qui n'affecte toutefois que peu ou pas la Finlande et la Scandinavie, grâce à un phénomène méconnu, le rebond post-glaciaire. C'est grâce à lui, par exemple, que la jolie plage d'Uhitteri a émergé autour du VIe siècle avant notre ère. En effet, libérée de l'immense calotte polaire qui les comprima pendant 2,5 millions d'années, au Quaternaire, les terres nordiques se relèvent progressivement, souvent à un rythme très rapide, jusqu'à 1 cm par an. Le littoral gagne donc sur la mer. De nouvelles îles apparaissent. Imperceptiblement, les paysages maritimes finlandais se transforment. Sur la côte sud, dans la superbe presqu'île de Porkala, parée de riches forêts mixtes, la jeune artiste Anna Revilia vient apporter sa pierre à cet édifice de nature. Ma relation avec la nature, elle vient de mon enfance. Mon grand-père était une personne qui se promenait beaucoup dans la nature et qui y passait beaucoup de temps. Et quand j'étais petite, il m'emmenait avec lui en balade. Mon grand-père disait toujours que quand on va dans la forêt, on est invité par quelqu'un. Alors la nature, quand j'y travaille, c'est avant tout comme une invitée que je m'y rends. Je ne suis pas là comme une actrice qui domine, qui en quelque sorte dirigerait la nature. Il s'agit plutôt d'une coopération interactive. Bien qu'on ne puisse pas apercevoir dans mes œuvres toutes les pérégrinations que j'ai faites lors de la préparation, elles jouent un rôle très important dans mon travail. Marcher, me promener dans la nature, provoque chez moi un état méditatif qui va m'aider ensuite dans la création de mes œuvres. Tout ce qui arrive, peut-être même avant de trouver le lieu, fait déjà partie de l'œuvre. C'est même une partie très importante. En ce qui concerne les lieux où je travaille, j'ai une démarche assez personnelle qui peut venir de façon très intuitive. Disons que je sens que ça doit se passer comme ça.
Pour moi, c'est un sentiment global. Je sens qu'il y a quelque chose dans un paysage et que je veux y travailler. Dans cette série, je fabrique des pierres en papier mâché que je place ensuite dans des lieux précis de la nature. C'est basé sur la conception qu'en Finlande, pendant la période pré-chrétienne, presque toutes les pierres solitaires qui se trouvaient dans des lieux dégagés étaient sacrées. On les prenait pour des maisons habitées par les esprits et les dieux, et forcément, ça jouait énormément sur le paysage, sur la façon dont on le percevait. Ce que j'ai envie d'exprimer par mon art, c'est une sorte d'historicité liée à la tradition finlandaise, réalisée d'une façon très personnelle, bien sûr. À travers mes images, je souhaite mettre en avant la relation entre l'homme et la nature, ce que nous, les humains, nous voyons à travers le paysage. Et je veux aussi montrer comment le paysage peut changer quand on y ajoute un élément étranger. Dans les anciennes croyances japonaises, les cordes et les nœuds symbolisaient les rapports entre les humains et les dieux. Chaque type de nœud représentait un rapport différent. Mes œuvres font allusion à cette vieille tradition japonaise. Dans cette série, j'essaie, au travers d'une interaction, d'un contact physique, de faire ressortir le lien entre l'homme et la nature. Par ailleurs, le fait de signifier des lignes à l'aide de cordes est assez naturel pour moi, parce que j'ai fait de la voile toute ma vie d'adulte. Toutes ces cordes et ces nœuds différents, il me semble que c'est aussi une partie de ma propre histoire, et peut-être de l'histoire de ma famille. Et pour toutes ces raisons, c'est devenu un élément très important de mon travail. La photo est très précieuse pour le land art, car beaucoup d'œuvres sont créées dans l'idée qu'à terme, les éléments de la nature vont les détruire. La seule chose qui en reste, le seul moyen de les présenter à plusieurs personnes, surtout si elles ont été réalisées dans un lieu éloigné, c'est la photo. Une photo peut être présentée simultanément dans plusieurs lieux. Si on l'expose en même temps sur les murs de 2 musées, par exemple, l'œuvre n'est plus vraiment dans un lieu précis. On ne peut pas dire qu'elle est précisément ici ou là. Ce qui fait que les œuvres deviennent elles aussi des nomades. Et c'est important pour moi, car je considère qu'elles prolongent en quelque sorte le périple que j'ai effectué pour trouver des lieux où réaliser mes photos. Comme Anna, nombreux sont les Finlandais qui pratiquent la voile et possèdent même un bateau, en particulier ceux qui vivent dans les archipels jalonnant la côte de la Baltique. De cette proximité avec la mer et des spécificités de la navigation au sein de ces espaces abrités, est née une tradition de construction de bateaux en bois et souvent à voile. C'est en Ostrobotnie, sur la côte ouest, dans le petit port de Jakobstad, que l'on trouve le plus vieux chantier naval du pays à produire encore ces bateaux indémodables. Johan Thunberg et Fredrik Ostman sont charpentiers de marine et ils perpétuent cet héritage de construction. Comme son collègue, Johan s'exprime en suédois, car il vit dans l'une des 2 régions finlandaises à majorité suédophone. Un autre héritage historique. Naviguer et utiliser des bateaux est un mode de vie très ancien ici, en Ostrobotnie, avec la proximité de la mer. Il y a une longue tradition autour de la navigation et des navires marchands. Nous avons beaucoup de pêcheurs professionnels et beaucoup de bateaux de plaisance aussi.
La proximité de la forêt a toujours permis de construire des bateaux dans la région. Les gros navires, les voiliers et jusqu'aux bateaux à moteur les plus modernes. Ils sont tous fabriqués ici. Mais on essaye aussi de conserver la construction traditionnelle des bateaux en bois. Les bateaux que nous construisons au chantier naval de Jakobstad sont principalement construits en bois de pin finlandais. Nous avons choisi ce matériau pour différentes raisons. D'abord pour conserver les anciennes traditions de construction de bateaux en Ostrobotnie, mais aussi parce que le pin est un bois de qualité durable et qu'à notre époque, il faut penser de plus en plus à l'environnement. Ils sont faits de bois, d'amour et de beaucoup de passion. La raison pour laquelle je suis devenu charpentier de marine, c'est probablement une combinaison de mon amour pour la nature et du fait que j'ai grandi près de la mer et avec les bateaux. Avec les bateaux en bois surtout. Mon père, par exemple, en a acheté un ici, au chantier naval de Jakobstad, lorsque j'étais tout petit. Donc on est souvent sorti en mer avec. Puis après, j'ai fait des études de charpenterie et je me suis spécialisé dans la conception des bateaux en bois. En somme, j'ai vécu au milieu des bateaux toute ma vie. Et on dirait que je vais continuer encore longtemps. Le chantier de Jakobstad s'est fait une spécialité de ces petits bateaux à voile, parfois doublés d'un moteur, à la coque plutôt plate, léger, et donc parfaitement adapté à la navigation quotidienne dans les eaux peu profondes des archipels. Pour Johan le charpentier, son activité est tout entière tournée vers la nature. Quand on utilise et qu'on construit ce genre de bateau, on fait partie de la nature, parce qu'ils sont construits avec des arbres qui poussent ici, dans les alentours, à seulement quelques centaines de mètres. Utiliser un bateau dans notre archipel, c'est une démarche très naturelle. Surtout si tu fais de la voile, parce qu'alors tu es vraiment en plein milieu de la nature, et tu es influencé à la fois par la mer et par le vent. Peu de pays cultivent la terre à des latitudes aussi septentrionales que la Finlande. La brièveté de l'été et la longueur de l'hiver n'ont pas empêché l'agriculture moderne d'y prospérer, celle-ci jouissant d'un important rayonnement solaire pendant la saison végétative. La croissance des plantes est en outre favorisée par la rareté des épisodes de sécheresse ou de chaleur excessive, et l'eau ne vient jamais à manquer lorsqu'il s'agit d'irriguer. Les 3/4 des fermes sont spécialisées dans la culture de légumes et de céréales. Dans les archipels, comme celui de Turku, le plus grand du monde par le nombre d'îles, l'élevage traditionnel des vaches et des moutons est plutôt demeuré la norme. Sur l'île de Kirjalon, la petite ferme Stentorp élève des moutons de race finnoise, dont la laine est transformée en tricot et les peaux en vêtements de fourrure. C'est le domaine de nature de Heikki Vendelin et de Jill Christiansen. Pour moi, la nature est très importante, comme pour toi. C'est vrai. J'ai grandi au milieu de la nature depuis tout petit. Et en quelque sorte, main dans la main avec elle. Déjà enfant, j'habitais au bord d'un lac. Et on faisait souvent le tour des îles en bateau à moteur avec mes parents. On cueillait des baies et on pêchait. C'était important pour moi que nos enfants aussi voient comment on vit si près de la nature.
Et je voulais être à la maison quand ils rentraient de l'école. J'étais assise devant mon métier à tisser et je voyais le bateau arriver. Les enfants rentraient en bateau. Et pour moi, c'était très important que je sois à la maison et qu'on puisse y mener une vie en harmonie avec la nature. C'était ça, le rêve qu'on avait au départ. Et puis maintenant, cette activité avec les moutons est devenue toute notre vie. Et maintenant, tu t'occupes des moutons quasiment tout seul. Ouais. Moi, je m'occupe de mes tricots et de mes fourrures. Et je reste loin des moutons. Ouais. On se lie très vite à ces animaux. On est toujours là, sur place avec eux, quand ils mettent bas par exemple. Moi, je passe beaucoup de temps avec Opa, notre chien. Tout l'hiver, nous sommes dans la bergerie. Et l'été, on va souvent sur les îles pour vérifier que les moutons vont bien. On a vraiment développé un lien très fort avec nos moutons. C'est une forme de vie en communauté, si on peut dire. Une vie très intéressante. Le chien est un assistant génial et un être fantastique. Quand on pense que l'homme et le chien peuvent coopérer, c'est toujours aussi étonnant. Je ne m'en lasse pas. La plupart de nos moutons vivent sur une autre île. Ils ont bien sûr l'habitude de voyager, et c'est Opa qui gère les choses. S'il y en a un qui fait une bêtise, il le remet à sa place. C'est moi qui l'ai dressé. Opa et moi, on est devenus un peu fusionnels au fur et à mesure que les années passent. Il connaît mes pensées et moi les siennes. Et en général, il est vrai qu'il ne comprend pas Jill. Il ne m'obéit pas du tout. Il a appris à obéir à des ordres sifflés. Les ordres en parole, il ne les comprend pas et il ne veut pas les comprendre. Lui et moi, on est en harmonie. Et moi, je dois utiliser des pommes ou un seau d'avoine. Le petit troupeau de Jill et d'Eki passe souvent la belle saison sur de petites îles avoisinant la ferme, où ils trouvent de l'herbe fraîche et contribuent à empêcher la fermeture excessive du paysage naturel par la forêt. Eki les transporte donc régulièrement en bateau quand il doit les ramener à la ferme, par exemple au moment de la tonte. La laine du mouton finlandais est un matériau très agréable à manipuler. C'est une vraie source d'inspiration pour créer des choses. C'est aussi une matière qu'on utilise depuis très très longtemps. Et puis le mouton finlandais produit une laine de plusieurs couleurs. On peut obtenir tous les tons principaux. Et en mélangeant les laines, on a encore plus de nuances.
Ma collection s'est développée petit à petit pendant ces 36 années. Je tricote des pulls avec des motifs culturels et mythologiques. La nature, la mer sont mes sources d'inspiration. Et je tiens vraiment à utiliser toute la fourrure. On exploite vraiment tout, c'est important. On transforme le moindre petit morceau de laine. La laine est une matière naturelle. Elle devrait avoir une place importante dans la vie d'aujourd'hui. Elle est fonctionnelle, solide, et elle se décompose dans la nature. En plus de tout ce que les moutons font en prenant soin du paysage et de l'environnement. Quand ils paissent, ils entretiennent la biodiversité de la nature. Tout cet ensemble de choses a beaucoup de résonance dans notre monde actuel qui est toujours plus pollué. Ainsi, le travail que nous faisons a beaucoup de sens.